L'axe 2-8 en astrologie est souvent perçu comme un pont mystérieux entre le monde matériel et celui de l'invisible. Cet axe nous parle de nos ressources, celles que nous possédons, que nous cultivons en maison 2, et celles qui nous échappent, qui nous transforment et nous régénèrent en maison 8. Il représente un équilibre délicat entre ce que l'on construit dans le tangible et ce que l'on doit lâcher pour évoluer. C'est une danse entre la sécurité et la métamorphose, entre l'attachement et le lâcher-prise. Au cœur de cet axe, la maison 8 intrigue, fascine, voire parfois effraie. Elle nous parle d'héritage transgénérationnel, de ces bagages invisibles que nous portons, qu'ils soient émotionnels, énergétiques ou financiers. C'est un espace lié à tout ce qui est caché, profond et intense. La transformation, les crises, les ressources partagées, mais aussi la sexualité et la mort au sens symbolique comme littéral. La maison 8 nous invite à plonger dans les zones d'ombre de notre être et de notre lignée pour en ressortir transformés, plus alignés et plus puissants. Ce n'est pas une maison ordinaire, et c'est justement ce qui la rend si captivante. La maison 8, c'est donc la maison des héritages transgénérationnels. Et c'est sur cet aspect-là en particulier que je vais m'arrêter dans cet épisode. Évidemment, chaque maison dans un thème astral comprend plusieurs domaines, plusieurs sujets. Aussi, il est évident que l'héritage transgénérationnel n'est absolument pas le seul domaine d'activité, je dirais, de cette maison. Néanmoins, c'est celui sur lequel j'ai décidé de m'arrêter aujourd'hui. Donc, au sein de la maison 8, se situe ce que l'on porte de nos ancêtres, consciemment ou non d'ailleurs. Et c'est là que les planètes présentes prennent tout leur sens. Chacune d'elles nous raconte une histoire, souvent intense, parfois brutale, mais qui cache toujours un trésor, une possibilité de transformation et de résilience. Donc plongeons ensemble dans ces énergies et débutons tout de suite dans le vif du sujet avec l'un des maîtres de la maison 8, la planète Mars. Alors avec Mars en maison 8, on entre direct dans l'héritage de la violence. C'est comme ça, je vais dire des choses ici qui vont peut-être pas faire forcément plaisir aux porteurs de cette Mars-là, mais écoutez, j'ai le droit, moi aussi j'ai Mars en 8. Donc je me permets, à chaque fois que j'aurai de toute manière un placement similaire, je pense que je me lâcherai d'autant plus parce que il sera difficile de me dire non, c'est pas vrai, pas que moi. Chacun son thème astral. Évidemment, un thème est toujours à analyser dans son entièreté. Les éléments se répondent dans un thème. Néanmoins, dans tous les cas, si tu as un Mars en 8, dans ton thème, il y a forcément d'autres traces de violence, je dirais. Vraiment, on peut employer ce terme-là avec ce placement. Donc, la violence avec une Mars en 8 a pu être subie, hein, des traumatismes marqués par la guerre, des abus, des abus sexuels, des luttes pour la survie au sens propre du terme. Mais c'est aussi une histoire quelque part d'agressivité qui a pu être retournée. Un ancêtre aussi a pu être le bourreau, l'oppresseur. Ou vous-même avez-vous pu être à un moment ou à un autre le bourreau, l'oppresseur de quelqu'un d'autre. Souvent d'ailleurs, nous sommes notre propre bourreau et notre propre oppresseur, mais puissance 10 avec un placement tel que celui-ci. Néanmoins, aujourd'hui, l'épisode n'est pas consacré à la psychoastrologie. Je ferai des épisodes consacrés à la psychoastrologie, ça me passionne. C'est d'ailleurs l'angle sous lequel j'analyse vos thèmes astro. Néanmoins, là, je voudrais vraiment m'arrêter, disons, sur les énergies brutes des astres. Donc, je reprends. Étant donné qu'on parle aussi d'héritage, dans vos aïeux, il y a certainement eu donc de la violence subie et ou faite, je veux dire, par vos ancêtres et ou peut-être par vous-même aussi à un moment ou à un autre de votre existence. Ça peut également être, sous un aspect un peu plus lumineux, une personne de votre arbre généalogique qui a été prête à tout pour défendre les siens, mais à tout jusqu'au meurtre, quoi, hein, s'il le fallait. Donc voilà. Je suis navrée, mais de toute manière, avec une Mars en maison 8, on parle de toute manière de violence à l'état brut. Hein, ça gicle dans tous les sens, sauf, comment dirais-je? Alors c'est pas sauf n'est pas le terme. Mes propos sont fortement à nuancer selon évidemment les autres placements du thème, mais aussi selon le signe. Parce que un bélier en 8, c'est certainement pas à interpréter comme un gémeaux, voyez. Donc le gémeaux, ça aura pu être un Mars gémeaux maison 8. L'oppression aura pu être
intellectuel, mais ça passe toujours par le physique parce que c'est Mars. Je vais donner un exemple concret parce que là, c'est clair que c'est pas clair justement ce que je suis en train d'exprimer. Mais dans vos ancêtres, on aura pu, par exemple, être opprimé et vous empêcher par la violence d'accéder à l'instruction. Par exemple, avec un Gémeaux. Ou alors, l'instruction a été dévoyée. Je vais donner un autre exemple. Avec un Mars en 8 dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, peut-être qu'il y a eu de la violence au niveau de la spiritualité. Peut-être que dans vos ancêtres ou vous-même êtes tombé sur un espèce de gourou qui a essayé d'avoir main mise sur vous. Peut-être que vous-même avez été tenté à un moment par vous, pour vous gouroutiser, voyez. Mais c'est très violent. Forcément, avec un Mars à cet endroit, la violence est de la partie. En réalité, la complexité de ce placement se situe à cet endroit. Comment porter cet héritage sans répéter les schémas de domination? Là, donc on est dans l'axe de la possession. Comment puis-je apporter ma lumière en ce monde sans tendre vers la possession ou sans être tenté d'être possédé? C'est toujours dans les deux sens. Donc le trésor caché de cette maison, en tout cas l'un d'entre eux, une force inébranlable pour survivre vraiment au pire. Mais au pire, quelqu'un qui a un Mars en 8, c'est le type de personne dont on dit je ne sais pas comment il ou elle a fait pour survivre à ça. C'est évidemment un placement qui peut apporter beaucoup de torpeur et de terreur, mais c'est également un placement qui vous apporte une force inouïe. Sachez que vous pouvez littéralement déplacer des montagnes. Quand cette énergie est transcendée, elle devient une puissance de transformation, une capacité à se battre pour ce qui compte vraiment. Initier des changements radicaux sans violence inutile. C'est-à-dire qu'autant un Mars en 8 qui est encore assez jeune, et là je ne parle pas forcément d'âge, il y a des jeunes de 50 ans, mais je veux dire quelqu'un qui a accédé à une certaine maturité, qui a un Mars à cet endroit, va savoir à quel instant il est judicieux d'activer la violence ou pas. Moi, ça me fait rire les personnes qui ont beaucoup de placements, mais c'est pas de votre faute, à des endroits où la passivité absolue, frappe-moi la joue, je te tends l'autre. Je sais pas dans quel monde vous vivez, mais dans le monde dans lequel moi je vis, parfois il faut taper du poing sur la table, parfois il faut envoyer chier les gens, et parfois même il faut montrer les crocs. Malheureusement, parfois, il faut aussi savoir se défendre physiquement. Moi, j'ai un Mars en 8 et je vous raconte pas le nombre d'agressions que j'ai pu éviter grâce à ce placement. Je les ai aussi attirées, certainement, à cause de ce placement, mais j'ai pu me sauver littéralement le cul au sens propre du terme parce que la violence, parfois, est le seul moyen de s'extraire d'une situation. Et oui. Néanmoins, un Mars 8 mature n'utilisera certainement pas la violence à mauvais escient. Il y a des colères justes. Et Mars est l'astre de la colère. Voilà. On accède un peu plus à ce que représente la justesse avec le temps. Et malheureusement, il faudra passer par certaines épreuves. Donc voilà, ça reste un cadeau. Toujours, notre thème, de toute manière, est un cadeau. Voilà pour la planète Mars. Évidemment, il y aurait d'autres choses à dire, mais j'ai envie d'avancer. Ça fait déjà 10 minutes que je parle. Il y a les autres planètes à voir. Et de toute manière, des épisodes sur Mars, Vénus, Mercure, ainsi de suite, il y en aura plein. Donc, mais là, ce que je veux dire, c'est que je m'arrête sur cet aspect-là. Il y en aurait d'autres. Voilà. Mais je ne veux pas faire un épisode de 1h30. Donc, je vais passer à Vénus. À présent, passons à Vénus en maison 8. Alors, Vénus, c'est l'héritage des relations et de la sensualité. Alors, évidemment, pas que, parce qu'on pourrait aussi parler monnaie. On aurait dit que j'avais éternué là, non? Bon, bref. Donc, l'argent, évidemment, les héritages sont aussi héritages financiers suite à des décès. On est en plein dans la maison 8. Mais là, j'ai vraiment envie d'axer Vénus dans cet épisode sur l'héritage des relations et puis de la sensualité. Alors Vénus en 8, donc peut-être une lignée où l'amour a été utilisé comme monnaie d'échange, où la séduction était une arme ou une nécessité pour survivre d'ailleurs. Ça nous parle aussi de prostitution. Une Vénus en 8, il est fort probable que dans nos aïeux, il y ait eu des prostituées ou que nous-mêmes, dans cette vie, eh bien, nous nous sommes essayés au travail du sexe. C'est absolument possible.
Il peut également y avoir vraiment des blessures liées à la trahison, à l'abandon, ou plus particulièrement aussi à la perte d'un être aimé dans des circonstances absolument tragiques. C'est le mec qui a perdu sa femme parce qu'elle a été assassinée, violée, trucidée dans tous les sens. C'est la nana qui a vu son âme sœur se faire trucider sous ses yeux. Enfin voilà, ça peut aussi être des choses assez horribles. Il faut vraiment se méfier avec ce placement parce qu'on peut être tenté de rester dans des schémas répétitifs où l'amour est absolument toxique parce que justement on confond la possession, cette toxicité avec ce qu'est l'amour. Et là, il est extrêmement important d'aller regarder dans votre thème astral, mais vraiment, donc déjà le signe, parce que là je parle de Vénus en maison, mais donc le signe et donc le maître du signe, où il est, qu'est-ce qu'il fait. Allez regarder aussi évidemment ce qui se passe dans la maison en face, la maison 2, parce que Vénus est maître de la maison 2. Donc, qu'est-ce qui fait que dans votre thème, qu'est-ce qui répond à ce placement, si vous êtes concerné par ce type de schéma toxique répétitif dans vos relations amoureuses, eh bien, allez regarder ce que font le reste de la smala pour se dire, OK, elle est où ma porte de sortie? Pourquoi je tombe dans ce type de schéma répétitif constamment? Savoir pourquoi ne suffit pas pour s'extraire d'une situation. Et donc, accepter le challenge de la transcendance au travers de ce qui nous est proposé par ailleurs dans le thème. Voilà, ça c'est très important. Donc Vénus en 8 porte aussi une magie rare, une capacité à aimer, mais alors profondément, à connecter avec l'autre dans une intimité qui transcende les mots. C'est je t'aime ici et au-delà, après la mort et dans les 10 prochaines vies. C'est vraiment une Vénus en 8, parce que souvent j'ai entendu dire oui, en gros c'est un axe où les personnes sont infidèles, vont à droite et à gauche. Franchement, c'est pas vrai. C'est tellement faux, tous ces clichés à la con qui sont véhiculés. Ça peut l'être, mais comme tellement d'autres placements, franchement, une Vénus en Gémeaux, elle est pas beaucoup plus stable. Mais avec la maison 8, la maison 8, c'est la maison du Scorpion. Je vous assure que le Scorpion et le Taureau aussi, l'axe Taureau-Scorpion, c'est un axe de loyauté extrêmement similaire à l'axe Verseau-Lion, d'ailleurs, sur cet aspect-là. La loyauté est quelque chose d'important. En revanche, si vous décevez le porteur, alors oui, là c'est possible qu'il vous fasse tout un tas de coups pendables. Ah oui, oui, oui. Mais pour ça, il faut descendre de votre piédestal. Donc voilà. Donc j'en étais où? Oui, donc Vénus, maison 8, donc placement qui invite à transformer les blessures amoureuses, les blessures sexuelles aussi, je ne l'ai pas dit, mais avec une Vénus en 8, on peut absolument avoir vécu des traumas liés à notre sexualité, peut-être même de l'inceste. Le 8, c'est l'héritage transgénérationnel, donc malheureusement, toutes les déviances sexuelles se trouvent dans cette maison, et c'est Pluton qui garde le secret d'ailleurs. Mais ça, j'en parlerai dans un épisode dédié à Pluton. Je pense qu'on va vraiment... De toute façon, oui, je vais vous apprendre plein de trucs sur Astrid Joyaux, le podcast, parce que j'ai décidé de vous transmettre des choses que peu transmettent. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, transformer les blessures amoureuses en une force d'attraction magnétique, à trouver la beauté dans la vulnérabilité et la profondeur, accepter sa propre part de vulnérabilité. Là sont des challenges importants au niveau de la Vénus en 8. Alors, passons à Mercure. Mercure en 8. Donc, Mercure ici parle d'héritage mentaux, d'idées, de secrets de famille. Peut-être une lignée où la parole a été étouffée, où les vérités ont été cachées ou déformées. Beaucoup de déformations. Vous savez, la maison 8, c'est une maison où, souvent, lorsqu'on débute, même en astro, qu'on la regarde, on se dit, oui, c'est un peu le nez au milieu de la figure. Oui, bon, d'accord, j'ai vu. Non. Il y a toujours, vous savez, il y a le sens numéro 1 et puis ensuite il y a le sens 2, sens 3. Il y a plein de sens différents. Il y a plusieurs niveaux de lecture. C'est ça que je veux dire en employant le mot sens. C'est qu'il y a toujours plusieurs niveaux de lecture à une situation, à un quelque chose, et c'est pareil pour un thème astral. Et donc la maison 8 est la maison avec les autres maisons, Do, 4, 12, 8. Ces 3 maisons-là sont vraiment des maisons où il y a énormément de niveaux de lecture différents parce que c'est caché sous la flotte. Et en l'occurrence, la 8, c'est un marécage. Alors bon courage. Donc, il y a beaucoup de secrets de famille avec un Mercure placé à cet endroit. Alors, ça peut être une lignée où la parole a été étouffée, où les vérités ont été cachées, déformées. Ce placement peut porter des mémoires d'ancêtres qui ont dû mentir aussi pour se protéger eux ou les siens, les leurs.
Ça peut être aussi des ancêtres qui ont été réduits au silence par peur, hein. La peur, c'est la maison 8. Alors, la maison 8, Mercure, c'est aussi un super détective. C'est un peu comme les personnes qui ont des Plutons en maison 3, du Scorpion en 3. Vraiment, lorsque la planète j'allais dire du cerveau, de la manière dont vous construisez votre pensée, votre idée, vos mots, vos paroles, est placée à cet endroit, vous êtes un excellent détective. C'est un esprit aiguisé qui peut percer des mystères. Voilà. Donc, c'est un placement, quelque part, avec un placement tel que celui-ci, c'est limite comme s'il vous était demandé d'aller creuser. Là, vous n'avez pas le choix. Quasi, vous n'avez vraiment pas le choix que d'aller creuser pour délivrer les messages. Et comment dirais-je? C'est l'axe alchimique, hein. Donc, il y a des secrets, je vais aller creuser, je vais les trouver, et puis je vais les ramener à la surface. Je vais les dépoussiérer aussi. Il y a quelque chose dans le non-dit que moi, je me suis incarnée ici pour le ressortir et pour libérer les générations futures de ce lourd fardeau, de ce secret qui alourdit l'énergie de la tribu. Donc, super placement. Super placement. Ah, je me fais trop rire parce que, en fait, bon, moi-même, j'ai des placements très importants dans ma maison 8, mais je suis entourée de personnes qui ont des maisons 8 vraiment bankable. Et je sais donc à quel point c'est une maison difficile. Lorsque je m'exprime de la sorte, je ne suis pas en train de dire c'est facile, c'est les doigts dans le nez. Rien n'est facile dans cette vie, de toute manière. Et personne ne nous a dit que ce serait facile de toute manière, sauf ceux qui vous mentent. Mais avec un Mercure en 8, vous êtes prêts à entendre ça. Absolument même, complètement prêts. On va passer à Uranus. Donc Uranus, on touche à l'héritage des ruptures, des révolutions, des coupages de tête. Ça peut être une lignée marquée par des crises soudaines, des exils, des révolutions familiales ou sociales. Dans votre famille, il peut y avoir eu des individus qui ont participé de manière proactive à des révolutions au sens factuel du terme. Ça peut être aussi des ancêtres qui ont brisé des chaînes. C'est votre ancêtre esclave qui a brisé ses chaînes et qui est devenu libre. C'est ça la maison 8. C'est quelque chose qui touche à la liberté la plus fondamentale de l'être humain. Voilà. En revanche, parce que évidemment c'est en maison 8, le prix à payer a été lourd de conséquences. Et donc forcément, ça a laissé des traces dans l'énergie. En ce qui vous concerne, ça peut réellement vous apporter une capacité à vous libérer des vieux schémas, briser les cycles pour en créer de nouveaux. Les Vénus en 8, là, contactez vos potes. Uranus en 8, ils vont vous expliquer comment on fait. Non, je déconne. Ce serait tellement bien si on pouvait avoir un répertoire comme ça. Coucou chérie, j'ai besoin de ton énergie uranienne, martienne, neptunienne. Bon, je me reprends. Donc, capacité à vous libérer de vieux schémas, briser les cycles pour en créer de nouveaux. C'est un placement qui invite à accepter le chaos comme une étape nécessaire pour renaître, plus libre et plus authentique. C'est-à-dire que avec un placement tel que celui-ci, évidemment, aller impérativement zioter où est le Verseau, dans quelle maison, où sont les maîtres, qu'est-ce que fout Saturne. Tout ceci est extrêmement important, mais encore une fois, là, j'analyse un placement particulier isolé. Donc, tout est toujours à nuancer, hein, évidemment. C'est le challenge de l'astrologie. Donc, bon. Néanmoins, oui, n'hésitez pas à aller vraiment regarder parce que quelle est la nature réelle du chaos? C'est pas dans la maison 8 qu'on le trouve. Alors, si, une partie en tout cas, avec le signe, le maître de ce signe-là. Par exemple, j'en sais rien, là, tous nos petits loulous qui sont nés ces dernières années, Uranus en taureau, maison 8, ok, où est Vénus? Qu'est-ce que traficote Vénus? Où est Pluton et où est Mars? Et c'est le tout à aller regarder. C'est très important pour voir quel est l'aspect dans ma vie dont je dois me libérer pour pouvoir exprimer entièrement le potentiel de cette arme de guerre. Parce que franchement, un Uranus en maison 8, ça rigole pas, hein. Il peut aussi y avoir de la violence. Mais c'est pas comme avec Mars. Là, avec Uranus, ça va être une violence déjà qui peut être absolument intellectuelle. Là, on va se rapprocher un petit peu de Mercure, mais surtout soudain, inattendu.
On s'est levé le matin pour aller au travail et il s'est passé un truc de dingue dans la journée. Toute notre vie a été transformée, elle ne sera plus jamais comme avant. Et il faut accepter ce changement. Franchement, c'est rude, mais encore une fois, si vous êtes arrivé sur cette planète avec ce placement, c'est que ça fait partie des challenges que vous avez à réaliser. Donc, on pleurniche pas ici, on pleurniche jamais. Hein. Donc, néanmoins, et factuellement, c'est rude. Oui, ça pourra l'être. Et c'est directement lié à un héritage familial où, quelque part, c'est un peu comme si la liberté acquise a demandé à un prix à payer que vous êtes encore en train de payer aujourd'hui. À vous de vous libérer de l'énergie. Alors Neptune. Donc Neptune parle beaucoup d'héritage spirituel, de sacrifice évidemment. Il peut y avoir des lignées au niveau des ancêtres qui ont été mystiques, des guérisseurs, ou alors même des victimes de leurs propres illusions. Hein, des personnes qui se sont leurrées toute leur existence sur un quelque chose. Je vais prendre un exemple. La nana qui a passé toute sa vie avec un mec et en fait, elle a appris à la fin de sa vie que c'était un tueur en série. Et elle s'est illusionnée vivre dans un truc où le mec était parfait, il avait les dents blanches et puis tout était merveilleux et paf, à un moment, les keufs ont tapé à sa porte et lui ont dit ben en fait, ton mec, voilà, j'ai pas de nom de tueur en série connu qui me vient, mais il a trucidé, violé et violer des cadavres de dizaines et des dizaines d'êtres humains. Ok, voilà. Ça peut être ça aussi, Neptune à cet endroit. Ça peut être aussi un rapport de nos ancêtres, mais tout ça, ça peut être aussi donc de nous-mêmes aussi, parce que nous sommes porteurs de ces énergies. Tout ce que je vous partage depuis tout à l'heure peut être également une expression qui est la vôtre. Hein. Donc ça peut être aussi un rapport avec les addictions et une perte totale financière. Voilà, j'étais addict au jeu d'argent, axe de 8, et j'ai tout perdu et je me suis retrouvée à la rue à fumer du crack, quoi. Donc voilà, ça peut vraiment être ça, ce Neptune en 8, perte de repères, dépendance destructrice. Voilà, je cherchais ces mots-là. Ça peut absolument être une dépendance destructrice à un autre être humain, mais aussi à des substances, à des jeux d'argent, tout ce qui touche aussi à l'argent, etc., etc. Alors évidemment, ce n'est pas que cela, ça apporte aussi une connexion fine au monde invisible, une capacité à comprendre les émotions et les souffrances des autres à un niveau franchement quasi divin. Parce que là, si tu veux, avec un Neptune à cet endroit, tu peux réussir à venir te connecter au trauma de l'autre à un niveau, mais dans une étude complexe, mais quasi... enfin, je veux dire, l'information descend direct, quoi. Hein, il n'y a pas besoin d'analyser 3 heures. Ça peut faire d'ailleurs un excellent psychiatre, psychologue, thérapeute avec un Neptune à cet endroit. Hein, vraiment. Donc voilà. Alors, la transcendance ici passe par l'acceptation des zones de flou. Il faut aussi accepter que dans notre vie, on ne peut pas tout maîtriser. Néanmoins, il nous faut travailler sur les éléments qui sont factuellement dangereux pour notre santé physique et mentale. Pour le reste, on a le droit de s'autoriser certaines zones de flou. Voilà. On a le droit, l'être humain parfait n'existe pas, celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. C'est un peu pareil pour tout. C'est-à-dire que rien n'est mauvais en soi, tout est mauvais dans l'excès. Neptune, ça peut aussi être donc les excès, hein, l'inaddiction, c'est toujours dans l'excès. Donc accepter certaines zones de flou, utiliser cette sensibilité pour guérir, et soi, mais l'autre aussi, hein, avec la maison 8, vraiment, encore une fois, on peut faire un excellent thérapeute. Ça peut être aussi devenir une source d'inspiration, mais pour se connecter à quelque chose de tellement plus grand que soi. Néanmoins, ça reste dans les domaines de la maison 8. Hein. Donc forcément, on est forcément sur des choses difficiles, mais les choses difficiles font partie de la vie. Voilà, c'est ça. Désolée, je construis mon épisode en même temps que je parle. Donc, ce que je veux dire, c'est que les zones de flou dont je parlais juste avant, c'est donc aussi accepter que ces choses qui sont si douloureuses et si difficiles, ne pas les fuir comme le ferait un Neptunien, hein, bande de fuyants, mais au contraire, accepter de regarder la vérité en face. En 8, on n'a pas le choix que d'accepter de toute manière. Hein. Sinon, même là, il y a des risques de déclencher des maladies, des choses. Regardez ce qui se passe en maison 12. Où se situe aussi le signe du poisson, du coup, qu'est-ce qui se passe là-dedans, où sont les maîtres, etc. Et
accepter de regarder la vérité en face et ne pas fuir face à l'adversité. Là, ce serait vraiment le mot d'ordre avec un Neptune à cet endroit. Je ne fuis pas, j'accepte, j'embrasse mon destin. Donc voilà pour Neptune en 8, en gros, en large et en travers. Saturne en maison 8. Alors Saturne, là on rentre dans l'héritage des responsabilités et des fardeaux. Rien que de penser à une Saturne en maison 8, j'ai mal au dos, moi. Je sais pas si ça vous fait ça, des fois, tu sais, tu vis le truc dans ton corps. Donc ça peut être une lignée marquée par des pertes terribles, financières, des dettes, des contraintes oppressantes. Saturne ici peut aussi signaler des ancêtres qui ont dû porter le poids de la famille sur leurs épaules, hein, avec un sens du devoir, mais écrasant. C'est-à-dire que c'est important d'être quelqu'un de responsable. C'est une notion vraiment à chérir. Néanmoins, là, c'est le mec, il est avec sa nana, ils ont 4 gosses, sa nana, elle meurt en couche et il se retrouve tout seul à devoir élever toute la famille, s'occuper des enfants, jouer le rôle de la mère, du père de famille, se décarcasser le boule, avoir 3 tafs différents pour faire bouillir la marmite. Voilà. Dans vos ancêtres, dans l'énergie, ça peut absolument être quelque chose comme ça. Donc, chez vous, eh bien, comment dirais-je, ça peut vous conduire forcément aussi à souvent en prendre trop sur votre dos. Mais j'allais dire, parce que forcément, si quelqu'un là m'écoute, a un Saturne en maison 8 et se retrouve à porter un fardeau qu'il n'a pas choisi, il va me dire, non mais Tanara, t'es bien gentil, mais dans la vie, on ne choisit pas tout. Bah oui et non. Parce qu'avec un placement tel que celui-ci, et ça c'est quelque chose que j'ai déjà vu de mes yeux d'astrologue, la personne s'en rajoute des tartines, mais aura tendance à pleurnicher en mode bah, c'est pas de ma faute. Ok, je vais donner un exemple concret. J'ai un travail, on est en sous-effectif depuis des mois et je cravache comme une chienne. J'arrête pas, je taffe, j'en peux plus. Mais bon, là, factuellement, on est en sous-effectif, la boîte doit tourner, c'est comme ça. En septembre, mon chef arrive et me dit tiens, hop, je te rapporte un nouveau collègue, t'as juste à le former et puis ensuite, il va pouvoir te libérer de 40% de ta charge de travail. Alléluia, etc., etc. On est content, ça va rentrer dans l'ordre. Eh ben, Keneni. Parce que de l'autre côté, le patron propose aussi, mais si tu veux, contre une petite augmentation, je te rajoute telle et telle tâche. In fine, il y a toujours autant de travail, autant de charges de boulot, d'horaires, de contraintes, mais cette proposition aurait pu être refusée. Pourquoi? Pour gagner un peu plus, mais est-ce que la santé mentale ne passe pas avant? Donc voilà, un exemple concret de ce que cela peut donner. Oui, et factuellement, si le conjoint ou la conjointe décède, bon, on n'y peut pas grand-chose, mais il y a tout de même des éléments dans notre vie où on a tendance, avec un placement tel que celui-ci, à s'en rajouter des caisses sur le dos pour, in fine, à part souffrir, bon, voilà, pas grand-chose, quoi. Donc Saturne en 8, donc Saturne, maître évidemment du Capricorne et du Verseau, donc c'est le maître de la résilience, hein. Il invite à transformer ses fardeaux en sagesse, à structurer sa vie de manière à honorer son passé tout en s'en libérant. Le passé n'est plus un fardeau que je porte sur mon dos. Souvent, il y a un côté aussi d'autoflagellation. Je ne suis pas une bonne personne, donc pour montrer au monde et me prouver à moi-même que finalement, si, je suis une bonne personne, j'en prends un peu trop sur mes épaules. Tu es une bonne personne, tu n'as pas besoin de te rajouter 30 kilos sur ton dos pour montrer au monde que tu es quelqu'un de solide. D'accord? Très important. C'est un placement riche dans le sens où on peut vraiment créer des bases solides, même après des épreuves terribles. C'est-à-dire que la vie aura pu tout vous retirer. Putain, je passe du tutoiement au vouvoiement depuis tard, je me rends compte là. Il faudra se décider. Il vous sera absolument possible de refaire des bases, repartir de zéro, mais sur quelque chose de solide, de stable. Le retour de Saturne, des personnes avec ce type de placement là, et Saturne en maison 8, si vous avez pris, il faudra que je vais trop, faudra que je fasse un autre épisode sur le retour de Saturne. Un Saturne en 8, en 12, en 4, si au moment du retour de Saturne, vous êtes parti complètement à l'ouest au niveau de votre chemin de vie, ça peut vraiment causer du dégât. Néanmoins, allez, on s'accroche parce que dans la vie, et ça c'est l'une des leçons de la maison 8, on peut tout perdre, tout, jusqu'à sa petite culotte. Tout est absolument possible d'être transcendé, il est possible de reconstruire, surtout avec un Saturne à cet endroit. Maintenant, comment, quoi, où, bon bah ça faut regarder le reste du thème. Donc voilà.
Alors, Pluton, mon amour, Pluton en maison 8. Alors, Pluton, c'est l'archétype de la transformation et des héritages profonds, hein. Là, Pluton est à domicile, tout comme Mars. Donc, Pluton, maître des enfers, tutti quanti. On fera un épisode spécial Pluton, c'est l'un de mes astres préférés dans le thème. Donc, Pluton, gardien des secrets, se retrouve en maison à bien garder le secret. Alors là, moi, à votre place, j'aurais une envie de creuser, je vous raconte pas. Avec un Pluton en maison 8. Donc la lignée peut être marquée par des traumas intenses. Donc là, on parle d'abus sexuels, abus de pouvoir, pertes extrêmement violentes, des secrets, de secrets enfouis, des secrets terribles enfouis. C'est le poids des ombres les plus lourdes, mais aussi le potentiel de transformation le plus puissant. Pluton en maison 8, croyez-moi, vous avez un potentiel de puissance incroyable. Donc Pluton invite forcément à aller au cœur de ses blessures pour renaître tel un phénix. Transcender cet héritage, c'est embrasser aussi la mort symbolique. Avec un Pluton en 8, vraiment, donc évidemment, on va regarder où est le scorpion, dans quelle maison, les maîtres, voir les aspects, qu'est-ce qui se répond, etc. Et je vous encourage aussi vivement à regarder, pour le coup, votre soleil et votre lune, vos deux luminaires. Pourquoi je dis ça? C'est que là, certainement que vous serez amené à vivre même dans cette vie, hein, et que, de toute façon, si vous m'écoutez, c'est que vous avez déjà un certain âge. Donc, à mon avis, des événements, je vous apprends rien, vous avez déjà eu en vivre un paquet. À quel endroit il faut accepter de mourir pour renaître? Qu'est-ce qu'il faut impérativement accepter de laisser partir? Là, vraiment, le challenge est important. Je ne pense pas l'avoir précisé, mais je vous assure que tout ce qu'on arrivera à transcender en maison 8, on ne le fait pas que pour nous, on le fait pour nos gosses ou le gosse de nos frères et sœurs. Enfin, ce que je veux dire, c'est que là, c'est une quête qui est pour nous, mais parce que cet épisode est consacré à l'héritage transgénérationnel, c'est pas que pour nous, c'est pour toutes les générations à venir, hein, qui portent en elles votre patrimoine génétique. Donc voilà, c'est très 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 important. Ici, il faut transcender donc l'héritage en embrassant la mort symbolique des relations, des identités. C'est aussi pour ça que je parlais du soleil tout à l'heure, des schémas répétitifs pour accéder à une vérité brute et régénératrice. J'y suis arrivée. Là, forcément, les secrets, ils sont hardcore. Avec un Pluton à cet endroit, là, on n'enfile pas des perles, hein. Là, on parle, j'en sais rien, de cadavres enterrés dans le jardin. Un peu comme Mars, d'ailleurs, ça. De toute façon, Pluton et Mars, là, c'est un peu le même combat. Sauf que ici, la violence, elle, comment dirais-je? Avec Mars, c'est différent parce que le porteur de Mars pourra également être un bourreau. Là aussi, avec Pluton, évidemment, nous pouvons tous à chaque fois être victimes au bourreau, hein, toujours. Néanmoins, là, avec Pluton, c'est souvent plus quelque chose qu'on vous a fait subir de très intense. Même dans l'émotion, ça peut être aussi de l'inceste, de l'incestuel. Mais donc, il y a aussi probablement un inceste ou des violences sexuelles, quelque chose fait j'allais dire aux enfants, mais pas forcément aux enfants, aux femmes. Je le dis ça parce que c'est une maison féminine. Donc vous me direz, c'est une grosse connerie ce que je viens de dire, parce que ça peut être les hommes aussi, mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la salissure de l'énergie féminine. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Oula, ça fait déjà longtemps que je parle, donc de toute manière, je ferai d'autres épisodes sur les uns et les autres, là, hein, la team, mais le plus gros là a été partagé. Ah si, peut-être petite précision tout de même, c'est que là, c'est pas sur 2-3 générations. Là où est Pluton, c'est toujours des traumas, donc c'est le gardien des secrets de nos traumas, Pluton, dans notre thème. Et c'est toujours des trucs qui se traînent sur, à l'image de la maison 8 en réalité, hein, sur des générations et des générations et des générations. C'est pas juste se dire, bah non, moi, mes parents ont grandi à la campagne, ça se passait bien. Je sais pas pourquoi je prends cet exemple-là, mais non, non, non. Et la grand-mère, et l'arrière-grand-père, et l'arrière-arrière-grande-tante. Qu'est-ce qui s'est passé de ce côté-là? Évidemment, on peut pas savoir exactement. Mais en regardant notre vie, en regardant aussi notre thème astral, les choses qu'il se passe, la manière dont Pluton en 8 communique avec le reste du thème, ah bah là, oui. Aussi, autre chose, c'est que les schémas répétitifs toxiques sont toujours, toujours, toujours un endroit où, dans notre vie, hein, on obtient énormément de réponses.
Tu veux savoir où sont les traumas? Bah, regarde quels sont tes schémas répétitifs dans ta vie. Voilà. Donc, matière à travailler. On prend le factuel, le réel, ce qu'il se passe dans nos vies pour travailler les énergies, notre monde intérieur. L'épisode est déjà trop long. Je vais en faire un autre pour les luminaires. Je pense que je ferai un épisode spécial luminaire parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Je vous retrouve très bientôt pour un tout nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner, on like, on commente, même pour me dire oh Sanara, ton épisode était merveilleux. J'en sais rien, donnez-moi des conseils, dites-moi quelles sont les choses que vous aimeriez entendre. Est-ce que vous avez aimé, est-ce que vous n'avez pas aimé? Me laissez pas seule à parler derrière mon micro, s'il vous plaît. Je le fais pas pour moi, je le fais pour le monde. Je vous embrasse.